Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on va profiter du fait même que j'ai un nouveau cheval au travail pour que je vous partage les étapes par lesquelles je passe et dans quel ordre je les mets pour construire une collaboration solide. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager l'expérience que je vis en ce moment avec cette nouvelle jument que j'ai au travail. Alors, c'est pas une jument complètement inconnue pour moi, puisque c'est la jument de ma sœur que je remets au travail après 2 bonnes années d'arrêt. Pas parce qu'il y a eu un problème sur la jument, mais parce que la vie, la vie fait que les priorités de ma sœur et de moi-même ont été différentes ces dernières années. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois là, que j'ai récupéré la jument au travail. Et donc, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de comment je fais pour créer une collaboration et une équitation en confiance avec un nouveau cheval. Cette jument-là, elle m'est pas complètement inconnue, mais en même temps, je la connais pas vraiment non plus. Ça fait pendant des années, on vivait très loin l'une de l'autre avec ma sœur. Et donc, on voyait nos chevaux respectifs une fois ou deux par an, quand on rendait visite à l'une et à l'autre. Et même si c'est une passion qu'on partage, on partageait des choses en lien avec nos chevaux, mais on ne connaissait pas vraiment le cheval l'une de l'autre. Et là, ça fait donc maintenant presque 2 ans qu'on habite ici, très proches l'une de l'autre, et que nos chevaux vivent ensemble. Donc, et ils vivent devant chez moi, en fait, devant ma tiny house, puisque j'aime bien dire que je vis dans le fond du champ de mes chevaux. Et mes chevaux, mon cheval en fait partie, Danae en fait partie, on a aussi un Shetland et la jument d'une voisine. Donc on a un petit troupeau de 4. Tout ça pour vous poser le contexte, vous dire que cette jument n'est pas complètement inconnue, mais en même temps, je ne la connais pas au travail. Et c'est une jument avec une énergie très haute qui s'exprime très fort, qui peut assez vite monter dans les tours si jamais on n'est pas, on reste pas parfaitement calme. Et donc, c'est une jument qui, moi, me pousse assez fort et assez vite dans mes retranchements quand je suis à cheval, puisque j'ai clairement l'impression de perdre le contrôle assez rapidement. C'est une jument qui peut être assez vite dans la fuite, assez vite dans l'énervement, assez vite dans la frustration et qui peut avoir des réactions très fortes. Donc, cette remise au travail, elle est hyper intéressante pour elle d'abord, physiquement, puisque voilà, après 2 ans de non-travail, c'est chouette pour elle de la réathlétiser, comme si j'utilise le mot qu'utilise mon ostéo ici. J'aime beaucoup ce terme. Ça peut l'aider à se sentir mieux dans son corps, se sentir mieux dans sa tête aussi, parce que ça apporte aussi, l'équitation apporte aussi aux chevaux la possibilité de réfléchir. Et ça, on le sous-estime souvent. Et donc, je vais vous expliquer les étapes par lesquelles je passe avec notamment cette jument-là qui a une énergie très haute, très forte pour lui dire, écoute, meuf, on va faire équipe ensemble à partir d'aujourd'hui. Tu vas pouvoir te reposer sur moi et j'aimerais pouvoir me reposer sur toi. Donc ça c'est hyper important et c'est une des étapes en fait. Je démarre déjà mon process. J'ai pensé à 7 étapes. En vrai, il y en a une qui peut s'inclure dans toutes les autres. On en parlera. Mais il y a vraiment 6 étapes dans le process qui commencent par la base. Si jamais vous avez déjà suivi mes webinaires
mes expériences bioméca, mes semaines de l'équitation collaborative, tout ça, je commence très souvent mes présentations par un objet que j'appelle la pyramide de l'équitation collaborative. Et la pyramide de l'équitation collaborative, elle part du principe que l'équitation collaborative, telle que moi j'aime la mener, elle repose sur des briques successives, différentes briques successives, et la brique de tout en bas, celle qui, si elle est bancale, foire toutes les choses au-dessus, c'est faire le point sur les conditions de vie et les besoins fondamentaux du cheval qu'on va avoir au travail. Donc, Danae n'a pas échappé à la règle. L'idée, avant de la mettre au travail, c'était de faire le point sur ses conditions de vie. Est-ce que ses besoins fondamentaux sont respectés et à quel point ils sont respectés? Alors évidemment, vu qu'ils vivent chez moi, j'ai pas attendu de la mettre au travail pour me poser ces questions-là. Mais je vais vous faire le point à vous, puisque si ça vous intéresse, on peut peut-être faire le suivi parfois, de temps en temps, du travail de Danae, de sur quoi je travaille, pourquoi, quelles sont mes difficultés, quelle solution je suis en train de chercher ou j'ai trouvé. D'ailleurs, si ça vous dit de suivre cette aventure-là et que j'en fasse des épisodes de podcast réguliers, venez me le dire en message privé sur les réseaux sociaux parce que clairement, c'est encore mieux si je peux faire des épisodes qui vous plaisent, n'est-ce pas? Et si ça vous intéresse, du coup, venez me le dire et je le mettrai en place. Donc, première étape, que ce soit pour Danae ou pour tout nouveau cheval que j'ai au travail, je fais un point sur ses conditions de vie et est-ce que ses besoins fondamentaux sont respectés et dans quelle mesure ils sont respectés. Puisque sur les besoins fondamentaux, je parle de manger comme un cheval, boire de l'eau claire et propre, bouger, donc avoir de l'espace pour bouger, avoir des potes, donc avoir des contacts sociaux, mais pas n'importe quels contacts sociaux. On aime que nos chevaux y vivent dans un troupeau avec qui ils s'entendent bien. Ok. Et le dernier besoin fondamental, j'aime bien, chez moi, ils sont 5 et je cite vraiment ces 5-là, c'est dormir. Est-ce que je vois le cheval qui a la possibilité de se coucher? Est-ce qu'il se couche parfois dans la journée ou dans la nuit ou pas du tout? Bref, tout ça, ça nous donne des infos sur comment le cheval se sent au départ. Donc c'est vraiment la base. La suite de la pyramide de l'équitation collaborative, c'est le bien-être physique et émotionnel du cheval. Donc ça, c'est empilé sur les besoins fondamentaux. Si les besoins fondamentaux ne sont pas respectés, eh bien, il est fort à parier, c'est comme ça qu'on dit, il y a fort à parier que le bien-être physique et émotionnel ne soit pas hyper équilibré. Donc, on fait aussi un point sur ce qu'on sait d'un point de vue pathologique sur les chevaux. Chez Danae, il n'y a rien de vraiment particulier à soulever. C'est pas une jument pour laquelle on a cerné je ne sais quoi, de l'arthrose des éparvins, des problématiques, des conflits de processus épineux, de ce genre de trucs. C'est une jument qui est relativement saine, en tout cas à l'état de ce qu'on sait aujourd'hui. Donc première étape, conditions de vie, besoins fondamentaux et un peu ce qu'on sait de l'état de santé du cheval en général. Ça, c'est hyper important de faire le point là-dessus quand on commence à travailler un cheval, mais du coup, quand vous avez un nouveau cheval aussi, le jour où vous achetez un cheval, c'est hyper important de faire le point là-dessus parce que si ces briques-là ne sont pas correctement empilées, il y a fort à parier que le travail que nous allons développer ne sera pas un travail optimal. Soit il ne fera pas de bien au cheval, soit on aura un cheval qui ne sera pas avec nous, qui ne sera pas en collaboration parce qu'il sera trop occupé à se dire j'ai mal ci ou j'ai mal là, ou j'ai faim, ou ils sont où mes potes, ou tout ça. Donc, première étape, quand on travaille un nouveau cheval, c'est se poser ces questions-là. Ensuite, chez moi, vous savez que l'équitation collaborative, ça repose sur 3 piliers. On a le pilier des connaissances biomécaniques, on a le pilier de la gestion émotionnelle, je mets des guillemets à gestion, et on a le pilier de la communication entre le cheval et le cavalier.
Et donc, la deuxième étape, quand je prends un cheval au travail, même avant en vrai, je l'ai prise parce que j'avais fait ce truc-là, c'est faire l'évaluation biomécanique. Chose qu'on ne peut pas faire quand on n'est pas formé en bioméca, n'est-ce pas? Mais chez moi, il y a une vraie partie observation du cheval dans sa posture, dans sa conformation, dans sa locomotion, pour mettre les premières briques de travail pour le coup. Donc, on ne part pas à l'aveugle, on fait le point sur mécaniquement, qu'est-ce qu'on remarque, c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles, et à notre avis, où est-ce qu'on met la priorité dans le travail. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. On a ensuite, donc, petit 1, conditions de vie, conditions de santé. Petit 2, évaluation biomécanique, qui va nous renseigner sur musculairement, elle en est où. Est-ce qu'elle a besoin de travailler la souplesse? Est-ce qu'elle a besoin de travailler la tonicité? Est-ce que c'est plutôt une jument qui est hyper laxe ou plutôt très, très massive et très compactée, entre guillemets? Et par rapport à ça, qu'est-ce que moi, je pense pouvoir mettre en place dans un premier temps dans le travail? Ou en tout cas, où est-ce que j'ai envie de mettre ma priorité? Donc ça, c'est pour l'évaluation biomécanique qui nécessite pas tellement de manipuler le cheval dans un premier temps. En vrai, le regarder dans les positions qu'il prend, dans les habitudes qu'il a, de quand il se pose pour faire la sieste, par exemple, comment il se pose, etc., etc., etc. Ensuite, vient le moment, donc moi, clairement, j'avais fait toutes ces étapes-là avant de décider que cette jument, je la prenais au travail, puisque elle était à la maison, et que tout ça, c'est des critères que je suis, même sur les chevaux que je ne travaille pas, qui sont chez moi, en tout cas sous ma responsabilité. Ensuite, on a le moment où viennent les premières interactions avec le cheval en mode travail entre guillemets, ou en tout cas en mode dialogue, communication entre lui et nous. Jusque-là, encore une fois, cette jument-là, c'est une jument que j'avais l'habitude de manipuler pour tous les trucs quotidiens, les changer de pâture, donc mettre un licol, les changer de pâture, la manipuler en main, c'était des choses que j'avais l'habitude de faire, mais je ne lui demandais pas de travailler, d'être longé, de monter dessus, etc., etc. Et donc, la troisième étape, c'est une étape d'évaluation de communication. Je l'ai appelée comme ça. L'idée, c'est de faire le point sur comment on s'entend l'une et l'autre. Est-ce qu'on arrive à discuter ou pas? S'il y a des points qui ne sont pas suffisants pour moi ou pas suffisants pour elle, on peut se le dire. Donc, il y a vraiment poser un cadre, première étape de la troisième étape. Donc, dans une évaluation de communication, c'est où est-ce qu'on en est du cadre? Est-ce que c'est une jument qui marche bien à côté de nous, par exemple, ou qui a tendance à nous rentrer dedans, ou au contraire à nous fuir? Est-ce que je ne sais pas quoi d'autre? Est-ce qu'elle a tendance à faire attention à nous ou pas du tout? Quand elle est sur des situations de stress, est-ce que elle a tendance à nous passer dessus ou est-ce qu'elle a tendance à partir très très loin en arrachant la longe par exemple? Bref, l'idée c'est de tester un petit peu tout ce qu'on peut appeler les codes qu'on a à pied d'abord sur comment on s'entend, comment elle réagit, comment je réagis, qu'on puisse prendre contact l'une avec l'autre à pied dans un premier temps. Donc, pour le coup, Danae, c'est une jument qui est normalement éduquée, normalement chez moi, c'est-à-dire que c'est une jument à côté de laquelle je n'ai pas peur de marcher, qui sait se tenir à distance et à la fois sait se tenir relativement proche si je le lui demande. Quand elle est connectée, elle peut tout à fait s'arrêter quand j'arrête mes pieds. Elle ne tire pas sur la longe. Bref, je me sens tout à fait en sécurité à pied à côté d'elle. C'est une jument qui peut par contre, ça je le sais et je le vois, dès que le stress monte, peut avoir une petite tendance dragon. Vous voyez ces chevaux là qui se mettent à souffler, à ronfler, la tête très haute, la queue en panache peut se lever très très vite. Et à ce moment-là, pour le coup, il y a une déconnexion totale. Quand elle est dans son mode dragon, on n'existe plus vraiment à côté. Donc, ce qui est important, c'est, dans un premier temps, en tout cas pour moi, de créer un dialogue dont je suis sûre, une connexion, de travailler le fait que quand tu te déconnectes
et que je te demande de te reconnecter, bah tu viens travailler ce muscle de la connexion et la déconnexion chez la jument pour être sûr que si le stress monte, ben je puisse lui dire reviens avec moi. Regarde, reviens avec moi, on est cool. Reviens avec moi, ça se passe bien. Donc il y a vraiment ce truc au départ qu'on travaille dans un premier temps, c'est comment on interagit ensemble, un peu quelle langue on parle, quoi. C'est un peu quand on rencontre une nouvelle personne, on va se rendre compte, enfin on va se parler pour la première fois, et puis peut-être qu'on va se rendre compte que la personne parle une langue complètement étrangère. On peut avoir cette sensation-là avec des chevaux qu'on apprend à connaître. C'est parfois on a l'impression qu'on parle pas du tout la même langue. Donc le tout, c'est de s'accorder sur le dialecte qu'on va utiliser pour parler ensemble. Ok ? Donc ça, c'est ma 3e étape. Ensuite, je l'ai mis effectivement même en 4e, donc c'est 3 et 4, celle dont je viens vous parler. J'ai mis mise en place de nos codes à nous. Donc ça, c'est vraiment le moment où peut-être que je vais aller mettre des codes qu'elle n'avait pas avec son ancienne propriétaire, par exemple. J'essaie de prendre un exemple. Là, ça n'a pas été complètement le cas avec Danae. Mais je peux être amenée régulièrement sur des chevaux d'élèves à demander aux chevaux qu'ils agissent par rapport au placement de mon corps, par exemple, et pas seulement au placement de ma voix, entre guillemets. J'ai beaucoup d'élèves qui parlent beaucoup avec leurs chevaux, et finalement, quand on parle aux chevaux, ou quand on parle avec la longe, je parle de ça aussi, des gens qui marchent à pied à côté de leurs chevaux avec une longe qui est tout le temps tendue, et finalement, ça fait des chevaux assez déconnectés, puisque ils n'ont pas besoin de prendre l'info, puisque l'info arrive à eux de toute manière. Donc, chez Danae, j'ai pas eu besoin de faire ça, parce que je la manipule à pied, et puis ma sœur avait fait le job avant moi. Mais il y a ce truc chez certains chevaux où on doit leur dire écoute, mon corps va te donner une info, genre quand mes pieds s'arrêtent, j'aimerais que tu t'arrêtes à côté, si mes pieds reculent, j'aimerais que tu recules, quand on est en menée par exemple, si je marche, j'aimerais que tu marches à ma vitesse, ce genre de choses. Donc ça, c'était très clair avec Danae, mais je cherche les infos à pied sur lesquelles on aurait pu avoir besoin de se mettre d'accord, et c'est plutôt dans le travail à la longe. Danae, c'est une jument qui est assez lourde dans les actions à la longe, il faut demander 3 fois avant qu'elle se mette au trot, etc., etc. Et moi, j'avais vraiment besoin de gagner en finesse là-dessus. Donc, on est en train, là, elle commence à devenir une jument vraiment fine à la longe, et ça, c'est quand même hyper chouette. Je fais le lien, et c'est hyper important pour moi, ce truc du cheval réactif à la longe, réactif dans le bon sens du terme, donc qui réagit quand on lui demande quelque chose. Pour moi, je fais un lien direct entre la capacité du cheval à se connecter quand on est à la longe et à réagir finement quand on est à la longe, et la capacité du cheval à réagir finement quand on est à cheval dessus. Chez moi, c'est vraiment hyper important d'avoir un cheval qui est fin à la longe, parce que je fais un parallèle direct. Et souvent, les chevaux qui sont lourds à la longe, finalement, on a une espèce de lourdeur à cheval aussi. Et d'autant plus avec cette jument qui est très en énergie, avec une expression très vive, c'est encore plus important de pouvoir parler finement, qu'elle ne se sente pas obligée de monter très haut dans les communications qu'elle fait, pour qu'elle sache que si elle bouge une oreille ou si elle fronce le nez, ça me suffit à prendre les infos, et elle n'a pas besoin d'aller plus loin, plus fort. Donc cette communication à pied, c'est important qu'elle soit fine, certes, que quand je demande un truc, la jument répond, mais surtout, et aussi, si la jument dit un truc, que je réponde. Ok ? Et ça, souvent, chez les chevaux à grosse énergie, ça les sécurise vachement. Donc, 4e étape, mise en place de nos codes à nous. Et puis même, on va pas se mentir, ma sœur, c'est une autre personne que moi, et admettons qu'elle aurait mis 100% des mêmes codes que moi avec sa jument, on a tous notre sensibilité, notre finesse, notre énergie, notre niveau d'énergie, notre personnalité qui influe là-dedans. Donc quand on a un nouveau cheval au travail, c'est même si on sait que il sait que quand on lui demande, quand on arrête nos pieds, il s'arrête. C'est important de se mettre d'accord sur nos niveaux d'énergie, la distance à laquelle on veut qu'il soit, etc., etc.
Donc ça, c'est pour la 4e étape, mise en place de nos codes à nous. 5e étape. Ah oui, nos codes à nous, c'est aussi là où j'avais envie de vous parler des codes de sécurité et de connexion. Chez moi, je parle beaucoup, surtout avec les élèves de Zen à cheval, mais avec tous les élèves dans tous les webinaires que j'anime, etc. Il y a un truc qui est hyper important chez moi, c'est d'avoir des codes de sécurité et de connexion clairs et fins. Les codes de sécurité et de connexion, ils ont pour objectif la sécurité en 1 et la connexion en 2. C'est-à-dire que avant de me mettre à cheval sur un cheval, j'ai besoin d'être sûr qu'il est OK avec le fait d'arrêter ses pieds, par exemple. Et que l'immobilité soit quelque chose qui le relâche plus que quelque chose qui l'inquiète. On peut trouver ça chez certains chevaux, notamment des chevaux avec une grosse énergie. Ils ont besoin de piétiner tout le temps. Eh ben, je ne monte pas sur un cheval qui piétine, même quand je suis à pied à côté. C'est hyper important que, en termes de sécurité, je sache que je puisse arrêter mon cheval à tout moment et qu'en plus, il se relâche dans cet arrêt. Ça, c'est mon principal code de sécurité. Il y en a quelques autres. Mais je vais principalement parler de celui-là ici. Et les codes de connexion, c'est tous les codes qui me permettent de demander à mon cheval s'il est encore avec moi. Et s'il n'est pas encore avec moi, c'est tous les codes qui me permettent de dire à mon cheval « reviens avec moi ». Okay, donc ça, c'est des codes un peu maison chez moi que j'apprends à tous mes élèves et qui parfois sont moins ancrés chez d'autres cavaliers, ou en tout cas n'existent absolument pas. Et ma sœur n'avait pas mis ces codes-là avec cet objectif-là jusque-là. Donc ça a été un des premiers trucs que moi j'ai fait en vrai pour me rassurer dans un premier temps, parce que je vous l'ai répété plein de fois, mais Danae, c'est une jument qui a une grosse énergie. En plus, c'est une jument qui fait 1m80 ou presque. Donc c'est une grande jument avec une grosse énergie, beaucoup de force et beaucoup de vivacité. Et donc c'est hyper, hyper important pour moi de pouvoir me sentir en sécurité à côté de cette grosse machine qui, si elle s'emballe, clairement, je peux perdre tout à fait le contrôle. Donc, c'est important pour moi d'être capable de récupérer le contrôle, en tout cas de savoir que je suis capable de récupérer le contrôle à tout moment et du coup d'avoir des codes sur lesquels on s'est mis d'accord, elle et moi, pour ça. Donc, mise en place de nos codes à nous. Ensuite, tous ces codes-là, ils ont aussi pour objectif et ils ont aussi comme effet de décontracter le cheval. Vous me l'avez sûrement entendu dire aussi sur d'autres épisodes de podcast, dans les masterclass, etc., dans les programmes évidemment. Mais un muscle qui n'est pas capable de se relâcher ne peut pas se contracter. Il est donc important dans notre équitation, peu importe la forme qu'elle prend, que ce soit objectif décontraction en premier. Donc, j'ai fait mon évaluation biomécanique, je sais exactement sur quel point j'ai envie d'accompagner la jument en biomécanique, mais peu importe ce que je choisis comme priorité, si la jument est tendue, ça ne fonctionne pas. C'est donc hyper important dans une première partie de travail, et ça c'est ma 5e étape, c'est de favoriser toujours la décontraction. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas jusqu'au moment où la jument, ça lui demande des efforts parce qu'on ne veut jamais la contracter? C'est pas vrai. Si on veut progresser, on a besoin d'emmener les chevaux dans leur zone orange. Okay, si on imagine que vert, c'est très confortable. Orange, ça demande un peu d'effort. Et rouge, c'est trop. L'idée, c'est d'aller emmener parfois nos chevaux dans le orange pour leur permettre de progresser aussi et nous permettre de progresser ensemble. Mais le tout, c'est de trouver la décontraction dans ces moments de orange, ce qui n'est pas complètement évident. Si vous êtes vous-même sportif, vous le savez, mais on veut, dans les zones de progrès, pouvoir décontracter notre cheval, puisqu'un cheval qui ne se décontracte pas n'est pas non plus un cheval qui apprend. Donc un cheval qui n'est pas capable de se décontracter ou qui est contracté n'apprend pas. Donc double raison, et franchement c'est 2 raisons majeures qui font que, en vrai, on a besoin de décontraction dans un premier temps dans l'équitation. On ne le dit pas assez et on ne sait pas comment le faire dans
plein de cas. Et c'est un des trucs que j'apprends le plus avec l'équitation collaborative, que je transmets le plus avec cette équitation-là. C'est comment on fait en vrai pour décontracter un cheval. Eh bien, ça se travaille dans un premier temps avec certains codes, notamment les codes de connexion, qui vont amener de la décontraction. Et on va pouvoir décontracter le cheval, d'abord à l'arrêt, puis dans le mouvement, pour lui permettre de profiter des allures qui sont les meilleures pour lui. Donc, première étape de travail pur, mise en place de nos codes. Deuxième étape de travail pur, décontraction. Troisième étape de travail pur, on va aller un peu plus dans la technique. Une fois que je sais que je peux, quoi qu'il arrive, gagner en décontraction, même si nous on est dans le sud et donc on a des belles rafales de vent parfois, le plus important c'est que je sache que même s'il y a une grosse bourrasque, etc., je peux permettre à ma jument, donc cette jument-là, de redescendre en pression et de se décontracter. Ça, c'est ma première étape. Et bien ensuite, une fois que j'ai ça, je vais aller chercher un travail un peu plus technique dans l'équilibre, même si en vrai, l'équilibre et la décontraction, c'est lié. Et si on a un cheval complètement en déséquilibre, il va avoir du mal à se décontracter. C'est un peu si nous, on nous attachait les deux pieds ensemble, et ben en vrai, c'est difficile de marcher avec les deux pieds attachés ensemble. Déséquilibré en vrai. Donc, l'équilibre participe. Et il y a un savant jeu, comme on dit, de vase communicant entre la décontraction, l'équilibre du cheval, ce qu'on lui demande techniquement, la décontraction, etc. Donc on passe de l'un à l'autre, l'un nourrit l'autre, etc., etc. Mais c'est hyper important de pouvoir avoir un impact sur ces deux thématiques, décontraction, équilibre. Et plus ça va aller, et plus on va aller chercher du travail technique, de la finesse, des figures de dressage par exemple, qui vont avoir un objectif précis en termes biomécaniques, ou en tout cas en termes de locomotion et en termes d'amélioration de la locomotion par rapport aux objectifs que j'ai avec cette jument qui sont principalement de la remettre en état corporel, de la réathlétiser comme je le disais au début, et pourquoi pas aller chercher un petit peu de compétition ensuite. On verra dans un deuxième temps si j'arrive à la travailler de manière assez régulière pour l'emmener en concours. J'adorerais, mais la vie, n'est-ce pas ? Et c'est hyper important de faire les choses une étape après l'autre et d'attendre que nos chevaux... Enfin, de faire en sorte que nos chevaux soient prêts avant de les emmener en compétition. Donc, nous verrons ça dans un deuxième temps. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est vraiment cette réathlétisation, c'est pas facile à dire, réathlétisation qui m'intéresse pour que la jument se sente mieux dans son corps. Ok ? Donc, nous sommes, si on récapépète, sur petit 1, on fait le point sur les conditions de vie, les besoins fondamentaux et la santé du cheval. Petit 2, on va faire une évaluation biomécanique, en équitation collaborative en tout cas, pour savoir comment je vais orienter mon travail et sur quel point j'ai envie de travailler, pas parce que un cheval c'est un cheval et ils fonctionnent tous pareil, blablabla, pas du tout. Parce que justement, un cheval c'est un cheval, mais il a ses individualités et c'est hyper important de pouvoir l'accompagner dans ce dont il a besoin, lui, précisément, surtout quand on est professionnel du monde du cheval. Donc, 1. Conditions de vie, besoins fondamentaux, santé du cheval. 2. Évaluation biomécanique. 3. Évaluation de la communication, comment on peut parler ensemble avec le cheval. 4. Mise en place de nos codes à nous. Chez moi, c'est principalement les codes de sécurité et de connexion, dans un premier temps. 5. Décontraction d'abord. La décontraction en premier. Toujours, toujours, toujours. 6. On va aller mettre l'accent sur des points techniques qui vont permettre à notre cheval de s'améliorer physiquement en fonction de ce dont lui a besoin, mais aussi en fonction de nos objectifs. Parce qu'on ne va pas muscler de la même manière un cheval qui fait du travail de bétail, par exemple, qu'un cheval qui va aller faire du concours complet. Physiquement et en fonction des objectifs qu'on a, on les dresse pas non plus pareil. Mais l'idée, c'est surtout de partir de qui ils sont au départ, parce qu'on ne travaille pas non plus pareil souvent un Camargue qu'un pur sang, par exemple,
parce qu'ils ont leur spécificité et 2 pur sang ne se valent pas et 2 Camargue ne se valent pas. Donc, individualité avec l'évaluation biomécanique au départ, puis travail de la décontraction d'abord pour tout le monde, ça c'est vrai, et travail sur les points techniques individuels ensuite. La 7e étape dont j'avais envie de vous parler, qui n'est pas vraiment une étape à proprement parler, mais qui va vraiment accompagner tout, et qui accompagne tout le travail avec tous les chevaux et toute notre vie, je crois, c'est la notion du test and learn. Donc, essayer et apprendre en anglais. L'idée, c'est que c'est le cheval qui détient la vérité. Et que, franchement, je ne sais pas dire 100%. J'ai une idée assez précise des étapes par lesquelles je vais passer avec Danae, mais en vrai, c'est elle qui va me dire. Et donc, l'idée, c'est d'essayer et d'apprendre de nos essais et de nos erreurs. D'accompagner le cheval vers ce qu'on pense qui est le mieux pour lui, en fonction de ce que son corps nous dit, et nos connaissances biomécaniques nous permettent de dire. Mais derrière, c'est essayer et apprendre. C'est vraiment le cheval qui va nous dire, l'environnement qui va nous dire, peut-être qu'il va falloir qu'on s'adapte. Comment il va falloir qu'on s'adapte, et ben ça, on va le décider au fur et à mesure. Bref, cette notion de test and learn et pas de tout va être parfait du premier coup et j'avais décidé que mon process serait celui-là, donc je vais garder coûte que coûte mes étapes parce que c'est comme ça que ça marche. Non, ça ne marche pas et c'est absolument pas ce que je veux développer dans l'équitation collaborative. Donc nous sommes dans une équitation adaptative aussi dans l'équitation collaborative et c'est hyper important d'utiliser ce concept du test and learn et d'accepter aussi d'essayer, de se tromper, de réadapter, etc., etc. Plus on est capable de faire ça, plus nos chevaux auront confiance aussi en nous et se sentiront écoutés. Donc, hyper intéressant, cette notion de test and learn. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si jamais vous avez envie de réagir ou de me partager quelque chose par rapport à ce process, s'il vous semble logique, pas logique, si vous avez envie d'enrichir, de me faire une remarque, n'hésitez pas à venir m'en parler en message privé sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. J'adore recevoir vos messages. Et écoutez, moi je vais m'arrêter là. Si jamais vous avez aimé cet épisode de podcast, si vous aimez le podcast en général, je vous laisse vous abonner pour être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes et aller mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide beaucoup à le mettre dans les oreilles de nouveaux propriétaires de chevaux. Donc si vous pouvez participer de ce point de vue-là à ça, ce serait fantastique. Voilà pour ça et voilà pour cet épisode. Et puis, moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!